Moi, je suis donc associé au niveau du cabinet comptable Extensia. On est basé principalement en Nouvelle-Aquitaine et avec une grosse partie de notre activité sur l'immobilier. Alors, on va parler effectivement plus du meublé ce soir par rapport à la thématique, mais voilà, c'est du meublé, c'est aussi la question de la location nue, c'est quelle structure juridique à adopter pour gérer son patrimoine, sa fiscalité. On est là, nous, pour Ouais. accompagner tous ceux qui veulent investir et qui se posent des questions sur comment investir. Donc, voilà. Et puis, j'ai à mes côtés Aurélie Saint-José, qui est notre responsable du service marketing, qui a aidé à préparer ce webinaire et préparer tous les événements qu'on peut faire et donc qui va m'accompagner ce soir. Très belle présentation. Et du coup, vous avez l'habitude d'organiser des événements physiques quand on pouvait. Ça vous arrive sur quel sujet? Voilà, je vais laisser parler de notre spécialiste Aurélie. J'ai assez parlé tout à l'heure, donc on va inverser un peu les rôles pour l'instant. Alors bonsoir tout le monde. Donc oui, effectivement, nous on organise plein d'événements puisque, comme disait David, voilà, on est un cabinet donc avec aussi des spécialisations, donc dans l'immobilier, mais pas que, sur d'autres secteurs d'activité également. Et effectivement, voilà, on organise régulièrement, alors quand on le peut, effectivement en physique, en présentiel, voilà, par des réunions thématiques. Et puis voilà, depuis quelques temps plutôt en webinaire, mais on peut intervenir sur différentes réunions. Voilà, ça peut être sur la gestion de patrimoine également. Enfin, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on intervient. La comptabilité également, bien évidemment. Voilà. Mais c'est des choses qu'on a effectivement l'habitude de faire. Ouais. Vous êtes situé où sur Bordeaux? Alors, on a le site principal qui est à côté de la place Razzi. C'est très simple pour ceux qui connaissent la Polyclinique Bordeaux-Nord à Bordeaux. Du coup, on est en face de la Polyclinique, donc assez facile d'accès. Et puis, on est présent autour de Bordeaux aussi sur Villeneuve-d'Ornon, sur Libourne, sur Langon. Moi, je m'occupe aussi du site qu'on a dans le Médoc, du coup, à l'Espa. Voilà. Et puis après, pour le côté un peu exotique, on est aussi présent sur le Pays Basque et sur Lyon et sur Paris aussi, histoire comme ça de pouvoir faire quelques voyages, bon, quand on sera sorti du confinement, bien entendu. Mais, et puis, on espère pouvoir refaire des réunions physiques bientôt. Bon, c'est vrai qu'on va expérimenter, puis on va faire des webinaires. Je pense que Thibaut vous a déjà pu voir au niveau de son compte les futures présentations, puisque le but, c'est de pouvoir vous apporter du contenu sur notamment la location meublée. Et donc, on aura des webinaires qui vont se faire sur les prochains mois aussi. Mais bon, on ne va pas tout dévoiler ce soir, du coup, donc chaque chose en son temps. On me dit dans mon oreillette qu'il y aura peut-être des sujets autour des marchands de biens. Peut-être que ça intéresse certaines personnes. Je n'en dirai pas plus. Et en tout cas, pour revenir aux événements physiques, on pourra le faire. J'ai déjà participé à vos événements et le traiteur est très bon. Donc, ce sera une raison de plus de venir passer un moment avec vous pour une réunion physique quand on pourra. Oui, on attache beaucoup d'importance à la forme aussi. Il y a le fond, mais la forme est aussi importante. C'est ça. Hop, donc là, tout le monde commence un petit peu à arriver. Donc, on va commencer plus vers les 19h30. En attendant, vous avez une passion. Comme ça, on va rendre l'interaction le plus agréable possible. Tu n'as pas regardé la vidéo? Moi, le sport, alors, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Je suis un passionné de vélo, mais bon, disons que j'aime bien regarder maintenant le Tour de France devant la télé. Mon vélo est pendu dans le garage. Voilà, on ne peut pas tout faire, mais après, ouais, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune et ça me passionne toujours autant, quoi. Après, maintenant, c'est plus limité à de la course à pied, mais ça permet comme ça de faire des courses sympas. On fait tous les ans l'ouverture des fêtes de Bayonne. Toujours le fond et la forme, hein, ça permet aussi de pouvoir faire des choses intéressantes. Et puis, on avait aussi participé avec plusieurs collaborateurs du cabinet au semi-marathon de Bordeaux, du coup. Donc, voilà, on essaie de se maintenir en forme. Mais je crois que Thibaut, maintenant, tu es plus proche du Pays Basque. Donc, comme ça, tu pourras venir nous voir sur les prochaines fêtes de Bayonne l'année prochaine. Ouais, effectivement, ça peut être une très bonne idée, sachant que je ne les ai jamais faites. Donc, ça pourrait être... Oui, j'avais vu en plus, il y a des photos. Vous organisez ou vous participez beaucoup à des événements comme ça.
Et donc, c'est vrai, c'est hyper interactif. Vous avez fait aussi une sorte de, pas escape game, mais un paintball géant. C'était quoi? J'ai vu dans vos locaux, il y avait une petite sortie que vous avez fait là, qui était intéressante. Ah oui, non, on avait fait des Olympiades. Ah, des Olympiades. Super. Ah ouais. Mais ça, oui, c'était dans le cadre justement de team building en fait. D'accord. Voilà, pour le cabinet. Bah, ça me plaît bien les Olympiades. Peut-être que je vais Après, mettre en place là. on fait pas mal d'événements aussi sportifs. D'accord. On convie également tous nos clients. Ouais. Voilà, ces événements, parce qu'on aime bien effectivement partager au-delà des gens du cabinet et partager ces moments-là voilà, avec nos clients et nos partenaires aussi. Voilà, c'est des moments sympas et qui sortent un peu du contexte, on va dire, que professionnel aussi. Donc, c'est important. Exactement. C'est ce qui permet de vous différencier aussi. Super. Bah, j'ai commencé l'enregistrement, donc Ouais. je ne sais pas si j'arrête l'enregistrement et je recommence quand on va parler sérieusement. Si ça marche, mais on verra. Alors, par contre, Thibaut, Ouais. vu pour gérer un petit peu la discussion et notamment s'il y a des questions pendant le webinaire, alors moi, je n'ai pas accès à la discussion, je pense. Alors, tu as juste à aller à cliquer sur Converser. Au milieu, et après, tu auras juste à droite, tu auras tout. Et là, normalement, c'est pas normalement, il y a Cathy qui dit bonsoir à tous. Donc bonsoir à toi, Bonsoir, Cathy. Tu vois ou pas? Alors, quand tu dis converser, c'est discussion plutôt, non? Enfin, Oui, converser, moi c'est marqué au milieu, converser. Juste à côté de partage d'écran. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai rien qui s'affiche. Donc, j'ai bien le petit encart discussion, mais je vois pas les discussions des gens. Ah, c'est parce que tu dois mettre. Il y a tout le monde, en fait. Il y a un petit bouton bleu. Ouais, Et là, tu choisis si c'est à David que tu envoies un message ou si c'est tout le monde. Et là, tu vas voir la conversation de tout le monde. Ah, ça y est, là, c'est bon. J'ai bien Yvonne. Là, j'ai bien. Ok. J'avais pas les parfait. Super. Bon, il est 19h29. À 19h30, on va pouvoir commencer. Ça va. On est à l'heure, on est bien. Hop, et moi, j'admets tout le monde parce que tout le monde commence à se connecter. Alors, ce que je vous conseille pour les personnes qui arrivent dans le webinaire, c'est de pouvoir couper votre micro. Sinon, on va entendre toutes vos discussions. Hop. Donc, j'admets. Donc, pour couper votre micro, vous avez deux possibilités. Soit en bas à gauche, et vous cliquez sur Mieux. Et l'autre, c'est moi qui peux couper votre micro. Bonsoir. 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 C'est Daniel? Daniel Fromentin, oui. Bienvenue Daniel. On va commencer, il est 19h30. Vous êtes pile à l'heure. Parfait. Donc David, je te laisse mettre le partage d'écran. Je vais autoriser le partage d'écran. Super. Voilà, ça c'est bon. À toi de jouer, David. Bon, écoute, à ce moment-là, si tu veux, on y va ou tu préfères qu'on attende 2-3 minutes? Ah, ça va commencer à nous mettre en retard. Bon, alors, on va commencer de toute manière, déjà pour vous apporter une ou deux précisions avant ce webinaire, puisque vous l'avez vu, la thématique, on parle des impacts donc, du changement de statut entre loueur en meublé non professionnel et loueur en meublé professionnel. Ça veut dire que notamment par rapport à certaines questions que vous pourriez avoir, je ne vais pas forcément traiter spécifiquement ce soir de la SCI, par exemple, pour gérer du meublé, ou des SRL de famille, puisqu'on a certaines spécificités.
Là, le but aujourd'hui, c'est de traiter la location meublée sous l'angle de détention à titre personnel et de vraiment voir ses impacts de changement de statut. Après, vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait nous poser des questions et même à la fin de ce webinaire, du coup, on a prévu un questionnaire de satisfaction qui vous permettra aussi de poser des questions complémentaires qui n'auraient pas pu être abordées dans le cadre de ce webinaire-là. Parce que c'est vrai que sinon, la location meublée, on pourrait finalement faire un webinaire d'une journée si on voulait arriver à tout traiter. Donc, ça ne passera pas dans le support de ce soir. Voilà. Et même d'une semaine hein, sur le LMB. Bien que ça. Tout à fait. Bon, en confinement, on pourrait avoir une semaine, mais quand même, ça ferait beaucoup. Il vaut mieux alterner les sujets quand même, quoi. Donc voilà. Donc on va passer en revue tous ces points-là, à savoir qu'on va traiter finalement quatre parties. On verra en fonction de vos questions, de toute manière avec Thibaut, si on fait des pauses entre chaque partie pour vous apporter des précisions. Sachant qu'on va commencer sur finalement quand intervient le passage de loueur en meublé non professionnel à loueur en meublé professionnel. Donc on parlera des critères qui nous font changer de statut. On évoquera ensuite les conséquences que peut avoir ce changement de statut sur la détermination du revenu, alors que ce soit le revenu fiscal annuel, et on traitera aussi de la question de la gestion des déficits. On abordera en troisième partie les conséquences sur la détermination des plus-values, puisqu'on verra qu'au moment de la cession du bien, on a aussi un traitement différent en fonction du régime dans lequel on se situe. Et puis on terminera vraiment en guise de dessert par la question sur l'impôt sur la fortune immobilière, du coup. Savoir si aujourd'hui il est possible, avec de la location meublée, de ne pas soumettre les biens à l'IFI. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre parties qu'on va aborder pendant ce webinaire. Donc, première partie, du coup, quand est-ce qu'on va passer de loueur en meublé non professionnel à loueur en meublé professionnel? Alors, j'en profite pour commencer pour faire des petits rappels, même si je sais que certains d'entre vous sont déjà propriétaires et connaissent. Le but, comme ça, est de refaire un petit tour d'horizon, à savoir que vous soyez en meublé professionnel ou non professionnel, vous avez le choix entre deux régimes fiscaux pour gérer la fiscalité de vos revenus. On a dans un premier temps le régime micro qui s'adresse à tout ce qui est location en meublé, c'est-à-dire location courte durée, type Airbnb ou location même à l'année. Donc, à savoir qu'on est en régime micro tant qu'on ne dépasse pas un chiffre d'affaires de 72 600 € à l'année. Et si on fait du meublé de tourisme classé, on a même jusqu'à 176 000 € de chiffre d'affaires avant de changer de régime. L'avantage du micro, c'est que pour calculer votre revenu fiscal, on a un abattement qui est déterminé par l'administration fiscale. Donc, si vous faites du meublé de tourisme classé, vous allez enlever 71% de charges forfaitaires sur votre chiffre d'affaires et 50% sur du meublé classique. Autre avantage, pas de tenue de comptabilité. La seule obligation que vous avez, c'est de porter sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, finalement, le montant de votre chiffre d'affaires de l'année. L'autre régime, qui est le régime réel, on reprend les mêmes seuils, c'est-à-dire qu'on y passe obligatoirement quand on dépasse des seuils de chiffre d'affaires, mais également, on peut tout à fait décider sur option de manière volontaire d'être au régime réel pour calculer son revenu meublé. Pourquoi on peut faire ce choix-là? Parce que du coup, on va partir de vos recettes et puis on va enlever les charges que vous avez sur la gestion de ce bien. Alors, on a la taxe foncière, on a les intérêts d'emprunt, on a l'assurance pour la location du bien notamment, et on a un élément essentiel qui s'appelle l'amortissement du bien et qui peut vous permettre finalement d'avoir un niveau de revenu réel inférieur au revenu forfaitaire qui est calculé dans le micro. C'est tout l'intérêt de ce régime-là, à savoir que par contre, vous avez des obligations un peu plus importantes puisqu'il faut tenir une comptabilité. Alors, c'est là où potentiellement, moi, je peux intervenir, même si il est possible de faire sa compte à soi-même, mais c'est vrai qu'il y a une obligation de tenue de comptabilité et de déclaration fiscale à faire une fois par an. Et puis, du coup, on vous indique le revenu qui est déclaré sur votre déclaration. Donc, voilà les deux régimes qui s'appliquent. Et je le rappelle, qui peuvent concerner aussi bien la location meublée professionnelle que non professionnelle. Aucun des régimes n'est exclusif là-dessus. Autre petit rappel que je souhaitais faire, c'est la question de l'assujettissement aux cotisations sociales, puisque cette activité de loueur en meublé qui peut être exercée en complément de son activité professionnelle peut se retrouver
soumises aux cotisations sociales, ce qu'on appelle les cotisations des travailleurs non salariés. À savoir que quand on est sur de l'allocation à l'année, assez simplement, si vous êtes en meublé non professionnel, vous n'avez pas de cotisation sociale. On verra que si vous êtes en loueur en meublé professionnel, vous pouvez avoir des cotisations sociales qui vont être calculées sur votre revenu. Vous pouvez choisir volontairement, en vous inscrivant dès le début en loueur en meublé professionnel, d'avoir des assujettissements aux cotisations sociales. Alors généralement, on le rend compte parce que ça devient l'activité essentielle et principale du contribuable et qui, pour avoir aussi une couverture sociale, s'immatricule en loueur en meublé professionnel dès le début, de manière à pouvoir bénéficier d'une couverture sociale. L'un n'allant pas sans l'autre, forcément, on a des cotisations qui vont avec. Si par contre, vous avez dans vos locations des locations courte durée, à la journée, à la semaine, même au mois, et des locations saisonnières, là, finalement, c'est entre guillemets beaucoup plus simple et ça peut être beaucoup plus rapide. À partir du moment où vous dépassez 23 000 € de recettes annuelles, vous pouvez payer des cotisations sociales sur le revenu ou les recettes que vous allez dégager de votre activité meublée. Voilà. Donc, il faut avoir ça en tête. Il peut y avoir des cotisations sociales à payer quand on fait de la location meublée. Maintenant, du coup, quels sont finalement les critères qui vont faire en sorte que vous allez basculer d'un régime à l'autre? On a deux critères qui sont cumulatifs, à savoir qu'il faut, d'une part, avoir des recettes supérieures à 23 000 € au titre de l'activité meublée, quel que soit le type de location meublée que vous faites, puisque on a dit que ça part de la location à la journée à la location annuelle, et il faut en même temps que ces recettes excèdent vos autres revenus professionnels. Qu'est-ce qu'on entend par revenus professionnels? On a bien sûr les traitements des salaires, les revenus de gérant, si vous êtes dirigeant d'une société type SARL par exemple, les revenus BIC, bénéfices agricoles, BNC, là je suis à titre individuel et donc j'ai mes revenus professionnels qui rentrent dans ce calcul-là. Je suis à la retraite, je peux avoir mes pensions de retraite. Chose importante, il s'agit des revenus nets, donc après abattement, exonération. À titre d'exemple, si on parle de traitement des salaires, on va parler du revenu net imposable, à savoir que je décompte les 10% d'abattement forfaitaire ou mes frais réels si je prends mes frais réels. Donc c'est ces deux critères-là, si on les dépasse, qui vont faire qu'on va devenir loueur en meublé professionnel. Cependant, ce n'est pas obligatoirement un régime définitif, puisque si vous redescendez ou s'il y a un des deux critères qui n'est plus rempli, vous repassez en loueur en meublé non professionnel. Pour vous illustrer en fin de compte ces critères, on a pris 3 exemples pour vous montrer finalement quels sont les cas dans lesquels on change de régime. Dans un premier temps, je dispose de recettes annuelles meublées de 20 000 € et j'ai mes revenus professionnels qui sont de 18 000 €. Donc je reste en meublé non professionnel parce que bien que mes recettes meublées soient supérieures à mes revenus professionnels, je n'atteins pas le critère des 23 000 € de recettes. Le deuxième exemple, j'ai 25 000 € de recettes meublées. Donc là, par contre, je dépasse mon premier critère qui est de 23 000. Cependant, et en plus, je n'ai que 22 000 € de revenus professionnels. Donc mon deuxième critère est atteint et dépassé. De fait, je vais être en loueur en meublé professionnel. Dernier exemple, 25 000 € de recettes. Donc toujours pareil, je dépasse mon premier critère. Cependant là, dans ce cas, mes recettes sont inférieures à mes revenus professionnels qui sont de 30 000 €. Les deux conditions n'étant pas réunies, je reste en loueur en meublé non professionnel. Donc il est important, quand vous êtes en début d'activité ou même au fur et à mesure des investissements que vous voulez faire, de bien regarder quelles sont les recettes qui vont être tirées de cette location et en même temps, de regarder aussi quels sont vos revenus professionnels. Alors, on raisonne au niveau du foyer fiscal. Donc, vous êtes marié, on va prendre forcément la totalité des revenus professionnels du couple, par exemple. Donc, ça peut faire qu'on peut être ou pas assez facilement en professionnel ou en non professionnel. Donc, ça, c'est des critères, comme on l'a vu tout à l'heure.
qui vont se mettre à jour tous les ans, puisqu'on peut changer d'un régime à l'autre en fonction de l'évolution de vos investissements immobiliers ou en fonction de l'évolution de vos revenus professionnels. Alors, une question, David. Oui. Donc de Sébastien, dans le cas où un des critères n'est plus rempli, est-ce que le changement de statut se fait automatiquement ou doit-on en faire la démarche? Si oui, auprès de quel service? Alors, le changement, il va se faire automatiquement, dans le sens où on verra que ce critère de meublé professionnel et non professionnel, c'est une question de traitement, on va le voir par la suite, du revenu ou du déficit, mais ça ne change pas votre régime fiscal, puisqu'on a dit qu'au départ, je suis soit en micro, ou je suis soit en régime réel. Donc, il n'y a pas de modification à faire au niveau des impôts. C'est quand, par exemple, si vous êtes au régime réel, quand on va faire la déclaration fiscale en fin d'année, on va indiquer aux impôts par le biais, en fin de compte, d'une case qu'on coche, si votre revenu meublé est un revenu meublé non professionnel ou est un revenu meublé professionnel. Donc, il n'y a pas du coup de formalité à faire pendant l'année pour avertir l'administration. Ça se fera par le biais finalement de la déclaration annuelle que vous aurez faite. Alors, une autre question, en termes de revenus professionnels, est-ce que la retraite ou les indemnités chômage sont considérées comme des revenus professionnels? Alors, oui, on l'a vu effectivement tout à l'heure, on parlait des retraites, des rentes et des pensions. Effectivement, ça fait partie du revenu professionnel qui est à prendre en compte pour savoir du coup si vous êtes en meublé professionnel ou non professionnel. Tout à fait. Donc maintenant qu'on a vu quand est-ce qu'on change de statut, on va en voir quelles sont les conséquences. Premier élément, on va parler des conséquences sur la détermination du revenu. Le revenu, c'est-à-dire votre revenu fiscal annuel. Donc première chose, sur le revenu fiscal annuel, c'est entre guillemets une bonne nouvelle, façon de parler, il n'y a pas de différence de calcul entre les deux statuts. À savoir qu'on l'a vu tout à l'heure, si vous êtes en micro, c'est un abattement forfaitaire qui va se faire sur votre chiffre d'affaires, sur vos recettes, que vous soyez en professionnel ou non professionnel. Et si vous êtes en régime réel, on dispose des mêmes possibilités, notamment sur les possibilités qui peuvent être intéressantes, c'est de pouvoir passer en charge les frais d'acquisition, la première année d'acquisition, non pas les immobiliser. Alors, je mets un bémol, on va le voir par la suite. Cela a un impact sur les revenus des années futures et sur la gestion de ces revenus. Mais c'est une possibilité qui est offerte que vous soyez en meublé professionnel ou en meublé non professionnel. Autre précision, par contre, le choix que vous faites sur, par exemple, le premier investissement, vous allez devoir le garder sur vos investissements futurs. Si je décide, quand j'achète le premier bien, de passer en charge mes frais d'acquisition, toute opération par la suite, je devrais tenir la même option et donc passer en charge mes frais d'acquisition. Je ne peux pas faire finalement bien par bien. Ça se fait dès le départ et je garderai la même optique pour les achats futurs. Autre possibilité très intéressante quand vous êtes au réel et que vous soyez en professionnel ou non professionnel, c'est le fait de pouvoir valoriser à sa valeur vénale, ce qui est la valeur finalement actuelle, votre bien, notamment quand vous passez d'un revenu foncier à un revenu meublé. J'ai mon bien qui était en revenu foncier. Alors, on le voit notamment, par exemple, quand j'étais sur des défiscalisations sur de l'achat neuf. J'arrive en fin de défiscalisation et de manière à continuer à réduire ma fiscalité, je vais transformer mon bien qui était en foncier en bien meublé. À ce niveau-là, vous avez la possibilité, quand vous allez le mettre en meublé, de pouvoir prendre comme base finalement de valorisation la valeur actuelle du bien, même si vous l'avez acheté 10 ans auparavant et que pendant 10 ans, il a été loué en foncier. On va voir la même chose si c'est votre résidence principale, finalement que vous décidez de passer en location meublée parce que vous achetez un autre bien par exemple. Du coup, vous allez pouvoir aussi, au moment où vous le passez en location meublée, pouvoir réévaluer la valeur du bien, ce qui peut avoir un intérêt très important. Je vous parlais tout à l'heure, quand vous êtes sur un calcul d'un revenu réel, de la possibilité de déduire ce qu'on appelle l'amortissement du bien. Forcément, si je réévalue mon bien, je vais avoir une base de départ plus importante et donc potentiellement des charges plus importantes
pour la suite. Donc ça, ce sont des éléments qui sont identiques, quel que soit votre régime professionnel, non professionnel. Là où la différence va se faire, elle va être sur ce qu'on va appeler la gestion des déficits. On va faire un exemple juste après, du coup, pour permettre de bien voir ce qu'il en est. Mais si ma location ou mes locations me génèrent un déficit, je vais le traiter différemment en fonction de mon régime. Si je suis en loueur professionnel, le déficit que je vais faire sur mon année va être imputable sur mes autres revenus professionnels. Donc, ça veut dire que je fais un déficit, il va venir en diminution de mes autres revenus de mon année. Sauf ceux qui proviennent de l'amortissement du bien, on le verra dans l'exemple pour que vous voyez ce qu'il en est. Et si, au titre de cette année, je n'arrive pas à imputer la totalité de mon déficit meublé professionnel sur mes autres revenus, je vais le garder en réserve et je vais pouvoir finalement l'imputer sur mes 6 années suivantes. Alors que si je fais en leur meublé non professionnel, le déficit que je fais, lui, il va pouvoir être imputé que sur les futurs revenus meublés que j'aurai. Je ne peux pas l'imputer sur mon revenu global, je ne pourrai l'imputer que sur mes revenus meublés des 10 années suivantes. Toujours la même remarque concernant l'amortissement du bien. Ça a une importance très importante, c'est que si au moment où vous changez de régime, je passe donc de loueur en meublé non professionnel à loueur en meublé professionnel, si à ce moment-là, il me reste des déficits, je perds ces déficits, ils ne sont pas transférés sur le régime professionnel. D'où, concernant les frais d'acquisition, le fait d'être très vigilant quand on achète le bien et quand on veut prendre l'option. Il est important, quand vous achetez, de simuler le revenu attendu sur les années suivantes pour savoir si vous allez générer suffisamment de revenus au titre, par exemple, des 9 années qui suivent l'acquisition pour permettre d'absorber un déficit que je vais générer parce que j'ai passé mes frais d'acquisition en charge dès la première année. C'est pour ça que j'indique que généralement, quand on est en loueur en meublé non professionnel, les frais d'acquisition, on a peu d'intérêt à les passer en charge dès la première année. C'est pour ça qu'il faut vraiment étudier ça. Si vous avez par contre, on va dire, un souhait d'investir régulièrement sur plusieurs années, là, on aura peut-être la possibilité, avec les achats futurs, de pouvoir effectivement absorber plus facilement ces frais d'acquisition. Donc après tout ce calcul, il faut faire des simulations lors de l'achat pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant fiscalement pour vous et éviter de pouvoir perdre ces déficits soit au bout de 10 ans ou soit si vous venez à passer en loueur en meublé professionnel assez rapidement, par exemple au bout de 2-3 ans. Donc ça, c'est le principal impact du changement meublé professionnel et non professionnel sur la gestion de vos revenus annuels et sur la gestion de vos déficits. Je vous disais, pour illustrer mon propos, donc on a un bien ou des biens qui nous génèrent 20 000 € de recettes à l'année. Nous avons 22 000 € de charges sur ces biens et nous avons également 5 000 € d'amortissement. Cela va nous générer un déficit de 7 000. J'ai 27 000 € de charges plus amortissement comparé à 20 000 € de recettes. Donc j'ai mon déficit de 7 000 €. Premier élément, c'est là qu'intervient notre règle sur les amortissements. Fiscalement, vous ne pouvez pas générer un déficit qui est lié à des charges d'amortissement. L'administration ne l'accepte pas. Donc, je vais avoir sur mes 7 000 € de déficit, 5 000 € qui concernent mes amortissements, que je ne vais pas perdre, mais que je vais reporter sans limite de durée. Je les mets, on va dire, de côté. Et donc, si je fais un bénéfice sur l'année suivante, je pourrai récupérer toute ou partie de mes 5 000 €. Et comme ça, tous les ans, sans limite de durée, donc je ne perdrai pas ces déficits. Il va me rester donc un déficit hors amortissement de 2 000 €, mes 7 000 € de déficit initial, retraité de mes 5 000 € d'amortissement. Quel va être le traitement de ces 2 000 €? C'est ce qu'on vient de voir juste avant. Je suis en loueur en meublé professionnel. Ces 2 000 €, je vais les imputer sur les autres revenus de mon foyer fiscal. Et si je ne peux pas l'imputer en totalité sur la première année,
je vais garder l'excédent sur les 6 années suivantes. Je suis en loueur en meublé non professionnel, mes 2 000 € de déficit vont être imputables sur mes futurs revenus loueur en meublé non professionnel pendant 10 ans. Voilà comment va se passer finalement le calcul de votre revenu et surtout la gestion de ce déficit. Il y a des petites questions. Oui. Donc, peut-on revenir sur le choix de passer en charge certains frais et les amortir? Alors, revenir sur votre choix, non. C'est-à-dire que le choix, vous le faites l'année où vous achetez le bien. Donc, si l'année où vous achetez, vous voulez passer en charge, on ne peut pas revenir en arrière l'année suivante et les annuler entre guillemets pour les passer en amortissement. Et c'est pour ça que je dis aussi que ce qui est très important, c'est que ce choix que vous opérez, par exemple, sur votre premier achat, sera valable pour tous les achats futurs. On ne peut pas, fiscalement, dire quand j'achète mon deuxième bien, là, puisque c'est plus facile et c'est plus intéressant pour moi fiscalement, je vais les amortir alors que le premier bien, je les avais passés directement en charge. Ça ne sera pas possible. La règle que vous déterminez pour le premier bien, il faudra la suivre pour tous vos investissements futurs. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire des simulations dès le départ. Alors, on a une autre question de Luc au sujet des charges sociales. Que se passe-t-il si je suis déjà TNS ou salarié et que je cotise déjà? Alors, si vous êtes déjà travailleur non salarié parce que vous êtes par exemple gérant de société, le principe des cotisations de travailleurs non salariés, c'est qu'elles sont calculées sur un revenu global. Donc, vous n'avez pas, entre guillemets, 2 fois les mêmes cotisations. Par contre, vous rajouterez votre revenu meublé à votre revenu, par exemple, de gérant et vous serez appelé sur la totalité de ce revenu. Donc, on n'a pas 2 déclarations séparées. On a la déclaration unique qui est faite en fin d'année et vous globaliserez votre revenu, par exemple, de gérant avec votre revenu meublé et vous aurez les cotisations sociales sur la totalité de ce revenu. Et donc, dernière question, peux-tu étayer la notion de frais d'acquisition versus amortissement? Alors, pour faire assez synthétique là-dessus, d'une part, ce qu'on appelle frais d'acquisition, ça va être vos frais de notaire, vos frais d'agence principalement. La différence avec l'amortissement, j'ai 10 000 € de frais d'acquisition par exemple. Si je les passe en charge la première année, les 10 000 € vont venir impacter mon résultat dès l'année d'acquisition. Donc, j'enlève 10 000 € de mes recettes et donc j'impute mon revenu une seule fois l'année de mon acquisition. Si je choisis par contre de les amortir, je vais avoir un premier traitement, c'est que ces 10 000 €, je vais en mettre une partie sur la valeur du terrain, puisque quand vous achetez un bien et qu'on l'amortit, l'administration ne donne pas la possibilité de passer un amortissement sur le terrain. Donc, on a une répartition schématiquement et de manière forfaitaire. Je vais prendre pour exemple que j'ai 10 000 € de frais d'acquisition, j'ai 10% que je mets sur la valeur du terrain. Donc, j'ai 1 000 € de frais d'acquisition sur lesquels je ne passerai aucun amortissement, donc c'est-à-dire que je n'aurai aucune charge sur mes revenus futurs. Les 9 000 € de frais d'acquisition qui me restent, je vais, au même titre que l'achat du bien, faire ce qu'on appelle la décomposition entre la partie gros œuvre, la partie toiture par exemple. Et donc du coup, ces frais d'acquisition vont suivre mon amortissement du bien. Et donc je vais amortir ces frais-là sur par exemple 30 ans pour ce qui est la structure ou 40 ans, sur 15 ans si, pour la partie que je vais affecter à la notion d'électricité par exemple ou d'installation. Donc ça va suivre ce régime-là et donc mes frais d'acquisition vont venir impacter mon résultat pour les années futures au même titre que mon bien. D'accord. Alors c'est la même DSI en mai. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais effectivement. On a une seule déclaration à faire au titre des revenus de travailleurs non salariés. Donc, c'est celle qu'on fait en mai et vous mettez globalement votre revenu que vous avez sur votre activité de travailleur non salarié professionnel plus l'allocation meublée, sachant qu'en plus, par rapport à avant, on n'a plus besoin du coup de mettre les différents sirènes puisqu'on met uniquement un revenu global.
C'est bon pour la question. Bon, j'espère que je suis assez clair, mais n'hésitez pas, de toute manière, on le verra pas sur la fin pour poser d'autres questions. Alors, j'en ai une autre. Ouais. Les biens détenus en LMNP rentrent-ils dans la base IFI? Peut-être ça en traitera. Alors, on anticipe un peu le dernier point. On verra effectivement à la fin du webinaire sur le 4e point comment finalement les biens vont être pris en compte ou non pour l'IFI. Mais effectivement, ce point-là, je le traite à la fin, pas de souci. Donc voilà pour ce qui en était des conséquences au niveau de la détermination de votre revenu annuel et de la gestion de vos déficits. Autre impact du changement, donc loueur en meublé non professionnel versus loueur en meublé professionnel, c'est lorsque vous allez céder le bien sur la détermination des plus-values et sur la fiscalisation des plus-values de cession. Alors, on a deux régimes distincts au niveau du calcul de la plus-value et de la fiscalité. Et effectivement, on va voir que globalement, la fiscalité est plutôt défavorable à la location en meublé professionnel. Si je vends un bien alors que je suis en loueur en meublé professionnel, je rentre dans le régime des plus-values professionnelles, à savoir que je n'ai pas d'abattement pour année de détention de mon bien. Pour calculer ma plus-value, je vais prendre mon prix d'acquisition et ce prix d'acquisition, je vais lui enlever les amortissements que j'ai passés tous les ans sur mon revenu. C'est ce qu'on va appeler le calcul de la valeur nette comptable. Et donc, du coup, je me retrouve avec une plus-value qui peut être très élevée, puisque si je l'ai bien depuis très longtemps, j'ai mon prix de vente, ça, il n'y a pas de souci, mais mon prix d'acquisition peut se retrouver quasiment à zéro si j'ai une détention très longue. Et donc, du coup, avec une fiscalité et une base de ma fiscalité qui va être très importante. On va le voir par la suite, j'ai des possibilités pour atténuer cette fiscalité en totalité ou partiellement. Donc ça, c'est les régimes que je vais vous présenter par la suite qui peuvent permettre d'atténuer la fiscalité sur la plus-value professionnelle. Mais un élément par contre qui est important et qui ne changera pas, c'est que vous avez des charges sociales qui vont être à payer sur une partie de la plus-value. On va détailler tout à l'heure. Donc, on ne peut, en tant que loueur en meublé professionnel, on ne peut pas totalement éliminer les charges sociales qui seraient à payer sur la plus-value. Ça, c'est un élément très important et sur lequel on n'a aujourd'hui aucune exonération qui peut permettre d'annuler totalement les charges sociales. À l'inverse, si je suis en loueur en meublé non professionnel au moment de la cession de mon bien, je rentre dans le régime des plus-values des particuliers. Premier avantage, j'applique sur ma plus-value un abattement pour année de détention à partir de la 5e année, ce qui va me permettre, si j'ai mon bien depuis au moins 30 ans, d'avoir une exonération totale au niveau de la fiscalité sur la plus-value et au niveau des prélèvements sociaux, puisque aujourd'hui, avec ces abattements pour année de détention, au bout de 22 ans, vous avez une exonération de la partie, on va dire, impôt sur les revenus qui est 19%. Et au bout de 30 ans de détention, vous avez les 17,2 de prélèvements sociaux qui sont également exonérés. Élément important, je n'ai pas de charge sociale sur ma plus-value quand je suis en loueur en meublé non professionnel. Donc globalement, une fiscalité désavantageuse quand je suis en loueur en meublé professionnel. Des précisions par rapport à ça. Je vous disais tout à l'heure que le régime micro est applicable que je sois en professionnel ou en non professionnel. Donc, à savoir que si je suis en loueur en meublé professionnel avec un régime fiscal qui est le micro, là, ça peut être une très bonne nouvelle. On va appliquer le régime des plus-values des particuliers et on va avoir une exonération au bout de 30 ans. Il y a une erreur dans le diapo précédent. C'est pas à partir de... À partir de la 6e année. C'est après 5 ans de détention. Oui, tout à fait. Tout à fait. 5e année révolue, effectivement. Voilà. Mais on a ces abattements-là.
Merci pour la précision. Donc, deuxième précision, ce qu'il est important, c'est que le régime fiscal de la plus-value va se déterminer au moment de la cession du bien. Donc, l'année où je vais vendre mon bien, je vais regarder si par rapport aux critères, je vous rappelle, les 23 000 euros de recettes et que ces recettes soient ou non supérieures à mes revenus professionnels, je vais regarder si l'année où je vends, je suis en loueur en meublé professionnel ou en loueur en meublé non professionnel. Et c'est à ce moment-là que je vais déterminer ma fiscalité sur la plus-value. On va voir que ça a un impact justement si on a un bien qui fait des allers-retours entre la location meublée ou la location non meublée. Et je vous le disais effectivement juste avant, quand on est en meublé professionnel, les plus-values vont automatiquement, pour une partie, ce qu'on appelle le court terme, être soumises aux cotisations sociales. Des précisions maintenant sur les plus-values professionnelles, puisque même si ce régime est défavorable, malgré tout, on a quand même des possibilités de limiter la fiscalité que vous pouvez avoir sur la plus-value dans la cession du bien. Alors là, je vais vous faire de la technique fiscale. Je m'en excuse à cette heure de la journée. Mais bon, on est obligé de passer par là. Donc, à savoir que vous avez aujourd'hui 2 régimes d'exonération fiscale qui peuvent s'appliquer sur les plus-values professionnelles. Le premier régime, qui est l'article 151 septies du Code général des impôts, peut vous permettre d'avoir une exonération totale de la fiscalité sur la plus-value si votre activité de loueur en meublé professionnel est exercée depuis plus de 5 ans et si vous avez des recettes meublées inférieures à 90 000 euros. Pour calculer les recettes, on va prendre la moyenne de vos 2 dernières années. Si ces 2 conditions sont réunies, vous n'aurez pas de fiscalité sur la plus-value professionnelle lors de la vente du bien. Si par contre, vous dépassez ce critère des recettes et que vous avez des recettes entre 90 000 euros et 126 000 euros, là, vous aurez une exonération partielle sur la plus-value. Et par contre, si vous dépassez 126 000 euros de recettes, cet article-là ne pourra pas s'appliquer et donc vous n'aurez pas d'exonération d'impôt au niveau de la plus-value professionnelle. Le deuxième régime qui est à notre disposition, qui est l'article 151 septies B, va vous permettre d'éliminer la fiscalité sur une partie de la plus-value, ce qu'on appelle la plus-value à long terme. Donc on va y venir après pour voir dans quel cas ça se calcule et comment ça s'applique. Et donc ce régime-là peut vous permettre, avec des abattements de 10% au-delà de la 5e année, c'est-à-dire à partir de la 6e année de détention, de pouvoir exonérer du coup cette plus-value à long terme, ce qui fait que si vous détenez un bien depuis plus de 15 ans quand vous le vendez, vous aurez au moins cette plus-value à long terme qui peut être exonérée. Chose importante, cet article-là ne nécessite pas d'exercer l'activité meublée professionnelle depuis au moins 5 ans. Donc, je vends un bien que j'ai depuis 15 ans, mais pour lequel je suis en location, en loueur en meublé professionnel, par exemple, depuis 2 ans, je ne pourrai pas utiliser l'article 151 septies. Par contre, pour ce bien-là, je pourrais quand même utiliser l'article 151 septies B et exonérer une partie de ma plus-value. Donc, on a ces 2 régimes, du coup, qui peuvent permettre d'atténuer partiellement ou totalement la fiscalité sur la revente d'un bien quand je suis en loueur en meublé professionnel. Donc, un tableau de synthèse sur justement comment se calculent des plus-values professionnelles avec la qualification de la plus-value. J'espère ne pas perdre grand monde. Alors, généralement, quand on fait des interventions
en direct, je vois sur les visages que les visages se crispent à la vue de ces tableaux-là. Bon, là, je n'ai pas vos retours, donc je suis tout à fait conscient que c'est de la fiscalité pure, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils, justement, quand vous êtes sur une possible vente de votre immeuble, pour justement déterminer avec lui quels peuvent être les régimes et la qualification de la plus-value. On est là pour ça, parce que ce n'est pas forcément, effectivement, le plus digeste qui soit, quoi. Voilà. Céline nous dit qu'elle résiste. Alors, tant que vous résistez, c'est bien. Je n'avais pas précisé en début de webinaire, mais je conseille généralement un Doliprane à la fin du webinaire. Mais bon, voilà. Vous pouvez me faire un retour si vous en avez eu besoin. Bon. Alors, à savoir que je vous parlais tout à l'heure de plus-value court terme, de plus-value long terme. Comment finalement cela va se calculer? Premier élément, on prend en compte la décomposition du fameux bien, à savoir que je traite déjà la partie de mon prix d'acquisition que j'ai passé en terrain. Si je revends un bien que j'ai acquis depuis moins de 2 ans, la plus-value que je vais faire sur la valeur du terrain est automatiquement une plus-value à court terme. La fiscalité que j'aurai, c'est ma fiscalité d'impôt sur le revenu, puisque cette plus-value-là va rentrer dans le résultat de l'année qu'on va calculer et donc va s'additionner à votre revenu meublé habituel et donc va rentrer dans votre fiscalité par rapport à votre barème d'impôt sur les revenus. Il est possible de mettre en place et de bénéficier du régime d'exonération de l'article 151 septies. Je vous rappelle, si votre activité de loueur en meublé professionnel est exercée depuis au moins 5 ans et que vous avez moins de 90 000 € de recettes. Par contre, si je détiens le bien depuis plus de 2 ans, la plus-value sur le terrain, elle sera automatiquement qualifiée de plus-value à long terme. On a une fiscalité à la base qui est de 30% à payer sur cette plus-value et je peux utiliser mes 2 articles. Donc le premier article par rapport à l'activité meublée professionnelle depuis plus de 5 ans, 90 000 € de recettes, et mon deuxième article dont j'ai parlé qui lui traite spécifiquement des plus-values à long terme, qui fait que si mon bien est détenu depuis plus de 15 ans, je n'aurai pas de fiscalité sur cette quote-part de plus-value à long terme. Maintenant, qu'en est-il de la partie amortissable de mon bien? Comme pour le terrain, si je vends mon bien alors que je le détiens depuis moins de 2 ans, ma plus-value sera automatiquement une plus-value à court terme, la fiscalité de votre barème progressif d'impôt sur le revenu et la possibilité d'exonération de l'article 151 septies. Maintenant, si je revends mon bien et que je le détiens depuis plus de 2 ans, alors c'est là où les choses se compliquent. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas tout ce soir. C'est purement du calcul fiscal. À savoir que vous avez votre plus-value qui va être éclatée finalement en 2 parties. Et on va voir avec un exemple derrière, ça sera plus criant au niveau de la vérité. On va avoir une plus-value court terme et on va avoir une plus-value à long terme. Donc vous retrouvez les fiscalités dont j'ai parlé juste avant et avec les régimes d'exonération possibles. Donc cette plus-value professionnelle, au niveau du calcul et au niveau des régimes d'exonération, est plus compliquée à mettre en place que la plus-value effectivement des particuliers. Et je le répète, même si je bénéficie des exonérations fiscales, à minima sur ma plus-value court terme, les cotisations sociales qui seront à payer. Donc, je vous laisse respirer 10 secondes quand même, histoire de reprendre votre souffle après ce joli tableau. Est-ce que tu veux qu'on passe à des questions? Alors, s'il y a des questions, c'est bon signe. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai perdu tout le monde. Il y aura des questions un petit peu, je pense qu'on va revenir un petit peu sur d'autres. Est-ce que tu préfères faire l'exemple ou... Alors, on va faire l'exemple et puis du coup, on va voir après les questions. Donc, un exemple pour essayer de clarifier les choses. Pour comparer du coup la fiscalité des plus-values que vous avez sur le bien. Donc, j'achète un bien en 2005 que je cède en 2020. Pour l'exemple, je n'ai volontairement pas retenu de code-part de terrain pour ne pas alourdir l'exemple et le complexifier.
Une précision importante, mon statut de loueur meublé professionnel que j'ai au moment de ma cession, je l'ai depuis moins de 5 ans. Que se passe-t-il si j'avais vendu mon bien quand j'étais en meublé non professionnel? J'ai un prix de cession de 300 000 euros. Mon prix d'acquisition, je bénéficie des forfaits frais d'acquisition travaux, donc 7,5 de frais d'acquisition forfaitaire, 15% de frais de travaux que je peux appliquer sur mon prix d'acquisition, ce qui fait que j'ai un prix finalement de revient fiscal de mon bien de 306 000 euros. Dans ce cadre-là, plus-value des particuliers, je n'ai pas de plus-value sur la revente de mon bien. A contrario, je revends mon bien donc en loueur en meublé professionnel. J'ai toujours le même prix d'acquisition, ça n'a pas changé, il est de 250 000 euros. Première étape, ma valeur nette comptable, je vous l'ai dit, finalement, on ampute mon prix d'acquisition des amortissements que j'ai déduits tous les ans quand je calculais mon revenu. On part dans l'exemple que j'ai 60 000 euros d'amortissement, donc j'ai une valeur nette comptable qui va s'établir à 190 000 euros. De fait, ça me donne une plus-value totale de 110 000 euros. Donc, je vends mon bien 300 000 euros. J'ai une valeur nette comptable de mon bien de 190 000 euros. Donc, j'ai ma plus-value totale qui est de 110 000 euros. Que se passe-t-il sur ma plus-value? Donc, on retrouve notre fameux éclatement de ma plus-value, à savoir que, comme j'ai doté 60 000 euros d'amortissement, j'ai une première partie de ma plus-value à court terme à hauteur de ces amortissements-là. Donc 60 000 euros de plus-value court terme qui vont supporter ma fiscalité personnelle en fonction de mes autres revenus et de mon barème au niveau de l'impôt, puisque étant loueur en meublé professionnel depuis moins de 5 ans, je ne peux pas bénéficier de mon article 151 septies sur ma plus-value court terme. Il me reste une plus-value à long terme, donc 110 000 euros de plus-value totale, moins mes 60 000 euros de plus-value à court terme. Et par contre, sur cette plus-value-là, je bénéficie de l'article 151 septies B. Comme mon bien, je le détiens depuis 15 ans, je n'aurai pas de fiscalité sur ma plus-value à court terme, à long terme, pardon. Si même moi je me mélange, on ne va pas y arriver. Donc on voit bien du coup qu'en fonction du régime et surtout de l'année, le nombre d'années au niveau du régime meublé professionnel, on peut avoir une fiscalité importante finalement sur la revente de mon bien. Oui, mais permets-moi une chose. Ce qui m'ennuie dans ton exemple LMNP, c'est que de toute façon, tu risques pas d'avoir de plus-value, vu que tu vends à perte, vu que tu vends 300, ce qui t'est revenu 306, 250. Alors, l'exemple est un peu, dans ce cas, tendancieux, je trouve. Pas forcément, parce que là, je suis bien parti du fait qu'on ait pris les forfaits, frais d'acquisition et travaux. Donc forcément, là, j'applique un forfait travaux qui est de 15%, Oui. qui est très avantageux si finalement on a fait très peu de travaux. Alors après, le but, c'est d'avoir l'exemple. J'aurais pu effectivement avoir un prix de revient inférieur et j'aurais enlevé mes abattements pour durée de détention. Effectivement. Là, pour moi, de 15%, à partir du moment où on détient le bien depuis plus de 5 ans, on y a droit. Voilà, tout à fait. Mais là, le but, en fin de compte, c'est vraiment de montrer, notamment au niveau du calcul de la plus-value, que quand vous êtes en loueur en meublé professionnel, on impacte les amortissements que vous avez déduits des résultats pendant les années de détention. Or, ce qui aujourd'hui est un avantage énorme du statut loueur en meublé non professionnel, c'est que pendant que je détiens le bien, je peux bénéficier de la déduction de mes amortissements pour diminuer mon revenu fiscal annuel. Et le jour de la revente, cet avantage-là, entre guillemets, n'est pas repris. C'est-à-dire que je garde mon prix d'acquisition initial en meublé non professionnel sans imputer aucun amortissement que j'ai déduit les années où je détenais le bien. Et c'est ça qui est aujourd'hui l'impact essentiel sur la plus-value. J'ai un double avantage à être en meublé non professionnel. J'ai une économie d'impôt parce que j'amortis mon bien
pendant mes années de détention. Et en plus, à la revente, cet avantage-là ne m'est pas repris, je garde un prix d'acquisition initial. C'est ça aujourd'hui qui est très important. Et c'est aussi de montrer que du coup, au niveau du meublé professionnel, vous pouvez avoir une fiscalité partielle, totale, en fonction de ces calculs-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien avoir ça en tête quand je fais aussi des investissements pour savoir si je vais passer en meublé professionnel ou pas et avoir du coup à l'esprit les impacts que ça peut représenter au sens fiscal. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a plein de questions. Du coup, tu veux que je les... Allez. Bon, allons-y. Alors, donc on a Céline, les 46% de charges sociales dues quand en loueur meublé professionnel sont sur les revenus nets, donc loyer moins charges déductibles. Alors après, je peux préciser la question. Comment déterminer en fait le calcul du montant des charges dues lorsque l'on est LMP? Quelle est la base de calcul des 40% de charges dues? Alors, là, on parle bien des charges sociales, du coup. Oui. Donc, à savoir qu'effectivement, les charges sociales, quand vous êtes, que ce soit en meublé professionnel et en régime réel, on est bien effectivement sur des charges calculées sur le revenu. Donc, votre revenu meublé annuel, c'est vos recettes, moins les frais dont on a parlé tout à l'heure, les intérêts de vos emprunts, les charges, les taxes foncières, votre assurance propriétaire non occupant et surtout l'amortissement du bien. Voilà. Et donc, on a du coup ce revenu-là qui va supporter les 43% de cotisation travailleurs non salariés environ. Ensuite, on a une question de Lolo. Quid de la plus-value lors du passage d'un bien nu en meublé? Alors, quand vous passez d'un bien nu en meublé, il n'y a pas de plus-value. Au niveau administration et au niveau fiscal, on ne considère pas ça comme une vente. Et donc, du coup, je n'ai pas de plus-value, je n'ai pas de fiscalité au niveau de ce passage-là de foncier à meubler. On va voir en suivant qu'il peut y avoir un impact dans un schéma inverse, mais voilà, j'ai mon bien en foncier, ce que je disais tout à l'heure, je le passe en meublé, il a pris de la valeur, ce n'est pas pour ça que quand je fais ce passage-là, je vais avoir de fiscalité. Là, au niveau du passage, dans un premier temps, c'est neutre, puisqu'on n'a pas de cession réelle. Voilà. Seul élément de précision que j'apporterai, attention, si vous avez des biens en foncier que vous voulez passer en meublé, mais que ce bien-là a généré un déficit foncier sur les années précédentes, on ne peut pas passer tout de suite en location meublée parce que l'administration risque de vous remettre en cause les déficits fonciers que vous avez utilisés auparavant. Donc faites attention, j'ai du foncier, je génère des déficits fonciers, j'arrive à la fin de mes déficits fonciers, je ne me précipite pas dès l'année suivante en location meublée, j'ai un risque que l'administration fiscale m'annule tout ou partie de mes déficits des années précédentes. Soyez vigilants là-dessus. Alors, a-t-on le choix du LMP ou LMNP ou c'est automatique à partir du seuil de 23 000 € de revenus locatifs? C'est automatique si vous avez les deux critères qui sont remplis, à savoir je dépasse 23 000 € de recettes et ces recettes-là sont supérieures à mes autres revenus professionnels. Si les deux critères sont remplis, vous passez automatiquement en loueur en meublé professionnel. Le seul choix que vous avez, c'est ce que je disais au départ, c'est si vous souhaitez, dès le début, quand vous vous immatriculez auprès du greffe, vous définir comme loueur en meublé professionnel avec 23 000 € de recettes. Et là, effectivement, vous pouvez vous-même faire ce choix pour différentes raisons. Mais sinon, on a une bascule automatique si vous dépassez les deux critères que j'ai indiqués. Alors, Anthony, les années de détention cumulées en régime LMNP sont-elles conservées en cas de retour futur à un régime LMNP après un bref passage par du LMP? Idem à l'inverse, les années cumulées en régime LMP sont-elles conservées en cas de retour à un régime LMP après un passage en bref en LMNP? Alors, c'est pas forcément... on va voir que sur un exemple après, c'est plus le fait à un moment donné de sortir du régime meublé qui peut avoir un impact sur le calcul de la plus-value, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que le régime
de détention, enfin le régime fiscal de la plus-value, vous le déterminez quand vous vendez le bien. Donc, si vous vendez le bien quand vous êtes en loueur en meublé non professionnel et que vous avez été... Donc, vous avez du coup une durée de détention globale sur l'activité meublée, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle. On va voir par la suite que le risque qu'on a, c'est si on sort de la location meublée à un certain moment. Ok. Alors, hop, je remonte. Donc, Jean-Paul, peut-on passer de LMP à LMNP avant de céder? Alors, on peut passer, oui, si vous descendez en dessous des critères, c'est toujours pareil. Je l'ai dit effectivement, c'est quand on cède l'année de la cession qu'on a ce régime qui est calculé. Et donc, du coup, en fonction des critères que vous avez, si soit vous avez plus de revenus professionnels ou moins de location meublée, vous pouvez revenir en location meublée non professionnelle, effectivement, quand vous vendez. Après, il faut être attentif, on va le voir après, sur des questions éventuellement d'aller-retour, mais il peut y avoir une gestion à faire des biens, sachant que ce n'est pas forcément neutre en fonction de ce que vous allez faire. Ça va être la suite de mon propos. Alors, Geoffrey, est-ce qu'on peut passer de LMP réel à micro juste avant de vendre ses biens, par exemple, pour profiter du régime des particuliers pour les plus-values? Alors, régime LMP, on va passer de régime réel au régime micro. Alors, le régime réel, on peut repasser en micro si on est en dessous des seuils, ça de manière automatique. Après, on ne peut pas, juste un an avant, changer de régime et repasser de réel en micro, juste un an avant de céder. Là, je vous confirmerai, parce que là, pour le coup, j'ai un doute, mais pour moi, l'option sur le meublé, enfin, sur le régime réel, on est à 3 ans, du coup, 2-3 ans de régime minimum avant de rechanger. Alors, Hugues, est-ce que le fait de passer par une SARL de famille pour de la location meublée permet d'être au régime des plus-values des particuliers? Alors, que ce soit SARL de famille ou effectivement détention en biens propres, on est sur les mêmes critères de revenus professionnels ou de revenus non professionnels. Là, ce n'est qu'une question à l'arrière d'organisation juridique entre la SARL de famille et la détention en propre. Donc, tout dépend quelles sont les recettes de la SARL comparées aux revenus professionnels. Alors, Céline, lors de la revente d'un bien, y a-t-il un impôt dû sur la somme perçue sur la partie en dehors de la plus-value? Est-ce que le montant perçu entre dans la base de calcul d'un autre impôt? Alors, j'avoue que ouais. Je comprends. Alors, lors de la revente d'un bien, y a-t-il un impôt dû sur la somme perçue sur la partie en dehors de la plus-value? Non, de toute manière, quand vous revendez un bien, votre fiscalité, elle est sur la plus-value. Donc, par exemple, dans mon exemple que vous avez à l'écran, sur un prix de cession qui est de 300 000 € que vous encaissez, la fiscalité, elle ne sera calculée que, donc là, on va se baser sur la fiscalité professionnelle, elle ne va être basée, entre guillemets, que sur 190 000 € avec les éléments qu'on a vus. Donc, le principe, de toute manière, c'est que je vends mon bien, j'encaisse mon prix de vente, je rembourse éventuellement, s'il y a lieu par anticipation, les emprunts que je peux avoir sur le bien et je vais payer ma fiscalité. Et une fois que j'ai payé ma fiscalité, ce qui reste, de toute manière, ne supporte plus aucune imposition puisque la fiscalité a été calculée sur la plus-value. Donc, pour déterminer le montant net qui va vous rester, vous partez de votre prix de cession, vous enlevez les remboursements par anticipation d'emprunt et vous enlevez la fiscalité que vous avez calculée et vous aurez du coup le net disponible, fiscalité déduite. Alors là, on verra peut-être sur la 4e partie, un bien en LMNP est-il imputable à l'IFI? On va le voir effectivement sur la 4e partie. Pas question en revanche pour cette fleuriste d'accueillir tout le monde un par un. Elle réalise. Pardon, on vous entend très mal. Je ne sais pas si... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui est arrivée et du coup, son micro était allumé et c'était la télé. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Alors, Anthony, est-il possible de combiner
pendant la détention du bien une déduction des travaux réalisés en charge ou amortissement, à la revente le forfait travaux de 15% pour le calcul de la plus-value, sans que cela soit considéré comme une double déduction. Alors, oui, vous allez l'avoir sur la partie loi en meublé non professionnel, c'est-à-dire que si je suis au réel, toujours pareil, là il faut faire attention de ne pas mélanger les régimes micro et le régime réel, mais je suis en régime réel, j'ai fait des travaux que j'ai déduits de mes revenus, c'est le même principe finalement que les amortissements que je déduis. Si je suis en loi en meublé non professionnel, ces éléments-là ne sont pas repris quand je calcule ma plus-value. C'est le sens de mon exemple. Finalement, je peux continuer à bénéficier de mon forfait frais d'acquisition et frais de travaux. C'est là tout l'intérêt et l'avantage aujourd'hui de l'allocation meublée non professionnelle par rapport à cette gestion des frais d'acquisition et des travaux. Alors, Véronique, quid de la décomposition de la plus-value court terme et long terme en LMP micro, puisque pas de calcul d'amortissement, comment est imposée la plus-value? Alors, quand vous êtes en meublé professionnel en régime micro, c'est très simple puisque là, du coup, vous relevez du régime de la plus-value des particuliers. Donc, ça, c'est on va dire l'exception au niveau du meublé professionnel. Je suis en régime fiscal micro. Je ne me soucie pas de mon éclatement plus-value court terme, long terme, puisque je suis sur le régime des particuliers. Donc, je bascule sur le régime finalement équivalent à l'allocation meublée non professionnelle, avec des abattements pour année de détention à partir de la 6e année et donc une exonération totale de fiscalité au bout de 30 ans de détention. Alors, dans ton exemple, qu'en est-il si LMP depuis plus de 5 ans? Alors, dans l'exemple, si je suis en LMP depuis plus de 5 ans, l'impact il va se jouer sur la plus-value à court terme de 60 000 €, à savoir que si, en plus de cette activité LMP depuis plus de 5 ans, mes recettes sont inférieures à 90 000 €, il n'y aura pas de fiscalité sur les 60 000 € de plus-value à court terme. Dans le cas où un LMP se marie, il peut repasser en LMNP du fait que ce soit le revenu fiscal du ménage, donc des deux conjoints qui servent à déterminer les critères. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On compare les recettes au revenu professionnel du foyer fiscal. Donc effectivement, à partir du moment où vous êtes pacsé ou marié, le revenu fiscal, il est composé de 2 contribuables. Et donc là, du coup, ça augmente les plafonds avant de passer en loi en meublé professionnel. Après, je ne sais pas si madame acceptera, si c'est juste pour rester en meublé non professionnel, mais ça, c'est à voir. Et dernière question, avant de céder, il faut repasser certains meublés en foncier pour conserver le statut LMNP, puis céder. Alors, on va le voir en suivant. On peut, attention justement, c'est ce qu'on va appeler la théorie des biens migrants. Sur le bien que vous allez repasser en foncier, on va voir que vous avez une plus-value professionnelle qui peut rester. Donc, ça peut être intéressant sur d'autres biens, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on va sélectionner, entre guillemets, les biens en fonction de leur plus-value et de la durée de détention, puisque ce n'est pas neutre. On ne peut pas, en fin de compte, sortir des biens comme on veut de l'activité meublée pour gérer le statut meublé non professionnel. L'administration, là-dessus, a mis des règles et des limites. Alors Céline te confirme que c'est bien madame qui demande déjà. Ah, bon. Donc a priori, j'ai oublié une question d'Anthony sur la double déduction des travaux, forfait de 15% plus les travaux réels effectués, donc amortis pendant la détention. Je pense qu'on a répondu à ça. Oui, je pense que j'ai répondu juste avant. Ouais. Effectivement, c'est que si on est en meublé non professionnel et régime réel, je reprends les deux éléments, on va pouvoir déduire les travaux pendant la durée de détention, au même titre que les amortissements. Et au moment du calcul de la plus-value, comme je suis sur la plus-value des particuliers, ces travaux et ces amortissements qui ont été passés sont sans impact sur le calcul de la plus-value, puisqu'ils ne vont pas venir diminuer mon prix d'acquisition.
Donc, dernière question, parce qu'effectivement, j'ai oublié Léa tout à l'heure, et ça sera la dernière pour continuer à poursuivre le webinaire. Donc, si je comprends bien, en LMP, c'est comme si on payait 2 impôts. C'est comme si on payait 2 impôts. Alors, on n'a pas... C'est par rapport à la plus-value. En termes d'impôts, on n'a pas forcément deux impôts. On a un court terme et un long terme. Alors, le court terme, long terme, c'est une notion, on va dire, purement fiscale. C'est-à-dire qu'on ne va pas payer 2 impôts. C'est que votre plus-value globale est éclatée en 2 et il y a une fiscalité pour chaque partie, mais vous ne payez pas 2 impôts sur un montant total. C'est le sens de l'exemple, c'est-à-dire que je prends bien une plus-value à la base qui est de 110 000 euros, avec 60 000 à court terme, 50 000 à long terme, et chaque partie a sa fiscalité, mais je n'ai pas les 2 fiscalités sur 110 000. J'ai bien une fiscalité sur chaque partie avec des possibilités d'exonération. Là, c'est vraiment du coup une notion purement fiscale qui répartit votre plus-value globale en 2 éléments avec une fiscalité distincte sur chaque élément. Alors, donc voilà le point dont je vous parlais tout à l'heure, justement en référence à des questions qui ont été posées, puisque c'est vrai qu'on pourrait tenter facilement de dire je vais gérer mon régime pour rester en loi meublé non professionnel en faisant du foncier, du meublé de manière alternative au niveau de mes biens pour ne pas passer en meublé professionnel. Il faut savoir qu'on va avoir des impacts. Alors, premier élément, si quand vous vendez le bien, vous êtes en régime LMNP sur ce bien-là, effectivement, on a les plus-values des particuliers qui vont s'appliquer sur toute la plus-value et sur toute la durée de détention. Par contre, c'est là où il y a un gros bémol, si je sors un bien quand je suis en statut loi meublé professionnel, sur ce bien-là, quand je vais le revendre, je vais me retrouver avec 2 plus-values à calculer. Une plus-value des particuliers et une plus-value des professionnels. Donc, ce qui veut dire que le fait de vouloir gérer son statut LMNP pour éviter le passage aura un impact, pas sur tous les immeubles que vous avez, mais par contre sur l'immeuble qui va servir un peu de fusible pour revenir en statut LMNP. Sur cet immeuble-là, vous allez avoir une fiscalité, pour partie, une fiscalité des professionnels, avec du coup, même s'il peut y avoir des exonérations, l'aspect notamment charge sociale. Donc, ayez à l'esprit qu'on peut le gérer. Par contre, forcément, le bien qui, lui, va servir de fusible et de tampon pour gérer mon statut LMNP en disant « Ah ben cette année, je dépasse, il faut que je revende un bien pour dans 2 ans revenir en meublé non professionnel. » Le bien qui va ressortir alors que vous étiez en régime loi en meublé professionnel, celui-là va être impacté au niveau du calcul de la plus-value future. Donc, ce n'est pas totalement neutre au niveau des biens que vous avez. Pour illustrer mon propos, pour faire simple, entre guillemets, parce que ça ne paraît pas forcément simple comme ça, je prends pour hypothèse un bien que vous achetez 300 000 euros. Au bout de 7 ans, vous le mettez en location meublée. Donc là, pas de souci, pas d'impact. Et puis, au bout de 6 ans, après, vous dites, bah oui, je vais, pour éventuellement, parce que j'ai besoin de le sortir ou pas, je l'enlève. Si quand vous le sortez, parce que vous voulez le récupérer en résidence principale ou éventuellement le remettre en foncier, au moment de cette sortie-là, vous êtes en statut loi meublé non professionnel. Vous n'avez pas d'impact au niveau de ce bien pour le calcul de sa plus-value de cession future. Puisque je le revends 8 ans après, j'ai du coup une seule plus-value que je calcule qui sera au régime de la plus-value des particuliers, mes 500 000 euros de prix de cession finale moins mes 300 000 euros d'acquisition initiale avec une durée de détention de 21 ans. Là, pas de souci.
Par contre, ce même bien, toujours au bout de 13 ans, je le récupère, toujours pareil, pour faire du foncier ou pour le remettre, par exemple, en résidence secondaire pour en profiter à titre personnel. Mais du coup, quand je fais cette opération, je suis en loueur en meublé professionnel. Ça veut dire que là, il va falloir faire des calculs et conserver ces calculs parce que du coup, vous avez, pendant les 6 ans que vous l'avez loué meublé, une plus-value professionnelle puisque vous le sortez en étant sous le régime des plus-values, enfin du loueur en meublé professionnel, pardon. Et donc, on va avoir ce calcul qu'on va garder en réserve puisqu'au moment où vous céderez le bien, vous vous retrouvez avec 2 plus-values distinctes. Une plus-value des professionnels qui sera basée sur 450 000 € au moment où le bien est sorti de la location meublée par rapport aux 400 000 € quand il est rentré en location meublée. Et vous aurez après une plus-value des particuliers qui sera 100 000 € sur les 7 premières années de détention, 50 000 € sur les 8 années restantes. Donc, on aura une plus-value des particuliers, globalement de 150 000 € avec une durée de détention entre guillemets de 15 ans à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je disais auparavant. Si on veut gérer, entre guillemets, le statut meublé non professionnel et le statut meublé professionnel, ça veut dire qu'il faut faire preuve de beaucoup d'anticipation pour, entre guillemets, potentiellement vendre avant qu'on ne bascule en loueur en meublé professionnel si on veut éviter pour ce bien-là d'avoir un impact fiscal plus important. Et je dis bien pour ce bien-là, puisque vous avez 4 biens, vous en sortez un, vous revenez en loueur en meublé non professionnel, les 3 biens qui restent, le jour où vous les revendez étant en meublé non professionnel, on reste bien en plus-value des particuliers. Donc l'opération que vous allez faire d'enlever un bien du régime meublé ne va pas avoir d'impact sur tous les biens, mais sur ce bien-là que vous vendez, et avec une fiscalité pour partie sur les plus-values professionnelles. Voilà. Donc, je pense que ce qui est important, alors ce n'est pas forcément de tout retenir dans le détail, mais de dire que si je veux gérer mon statut, à un moment donné, soit j'anticipe vraiment très en amont, mais sinon je vais finalement décider volontairement d'impacter un bien par rapport à cette fiscalité-là. Si c'est possible ou pas de choisir ou pas, ça c'est toute la question. C'est très simple en théorie, mais en pratique, ça sera éventuellement, évidemment, beaucoup plus compliqué. Et maintenant, du coup, le dernier point, puisqu'on a eu des questions par rapport à ça. Donc, la question de l'IFI, est-ce que mes biens sont éligibles ou pas à l'IFI? Alors, si je suis en loueur en meublé non professionnel, la question ne va pas se poser. Je vais avoir mes biens assujettis à l'IFI. Si forcément j'ai un patrimoine supérieur à 1 300 000 €, on reprend les règles d'assujettissement à l'IFI. Et donc, du coup, en prenant la valeur de mon bien, donc la valeur vénale à la fin de mon année, et pas ma valeur d'acquisition, attention là-dessus, déduction faite des emprunts que je peux avoir encore sur ce bien ou des impôts, taxes foncières et l'IFI théorique. Par contre, la question va se poser si je suis sous le statut loueur en meublé professionnel. Je peux éventuellement faire en sorte que mes biens ne supportent pas l'IFI. Pour cela, il va falloir que j'ai des recettes supérieures à 23 000 €. Donc ça, on retrouve le premier critère qu'on avait vu pour passer de LMNP à l'MP. Deuxième critère, par contre, qui lui est totalement différent et qui peut être très piégeant, il faut que votre revenu, et là je parle bien de revenus de vos locations meublées, soit supérieur à vos autres revenus professionnels. Différence fondamentale par rapport à la notion de passage LMNP-LMP pour le calcul des revenus annuels, où là on comparait les recettes avec les revenus professionnels. Là, on va comparer les revenus meublés avec vos autres revenus. Donc, on peut tout à fait faire plus de 23 000 € de recettes, pas de souci. Être en meublé professionnel pour le calcul de la fiscalité annuelle, voire même pour le calcul des plus-values. Cependant, si c'est des biens qui me génèrent un très faible revenu,
je peux malgré tout me retrouver à mettre ces biens dans l'IFI et payer l'IFI sur ces biens, alors que je suis en loi hors meublé professionnel pour le calcul de mes revenus ou pour le calcul de ma plus-value. C'est très important d'avoir ça à l'esprit, parce que si j'ai des biens qui s'amortissent beaucoup et qui me procurent un très faible revenu, ben, potentiellement, je ne pourrai pas les exonérer d'IFI. Bon, il y a une autre condition à rajouter, attention, quant à la gestion des biens, s'il vous plaît. Oui, là, le but, c'est là, on a vraiment les conditions principales, et c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect revenu, parce qu'on aurait tendance à garder le premier critère de passage en disant je compare mes recettes à mes autres revenus. Alors que là, on parle bien de revenus comparés, et ce qui peut limiter beaucoup le champ d'application. Nous sommes d'accord, encore faut-il savoir bien définir ce que sont des revenus professionnels. Tout à fait. Parce qu'il faut quand même préciser que tous les revenus ne sont pas considérés comme des revenus professionnels. Oui, mais c'est bien pour ça que je les ai cités tout à l'heure, mais effectivement, il faut vraiment regarder dans le détail, de toute manière, quels sont les revenus et puis faire bien attention à ce critère-là. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à dire je bascule en loi hors meublé professionnel et je n'ai pas d'IFI. Et voilà, c'est toujours pareil, ça paraît simple quand on le dit, mais en pratique, ça l'est moins. Donc, il faut être plus attentif à ça. Bon, et puis après, il y a l'aspect gestion. Si on confie, on sous-traite la gestion, on ne peut pas être exonéré d'IFI. C'est les dernières dispositions qui ont été mises en place assez récemment. Avant, on ne faisait pas intervenir l'aspect gestion, mais maintenant, bien que d'aucuns, et ils sont nombreux, continuent à s'exonérer d'IFI alors qu'ils ne gèrent pas directement leur LMP eux-mêmes, ce sont par exemple, quand ce sont des maisons, des EHPAD, des trucs comme ça, c'est pas vous qui gérez l'EHPAD, c'est un gestionnaire. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas exonéré d'IFI parce que vous n'assurez pas directement la gestion de vos LMP. On est bien d'accord, cher ami? Oui, oui. De toute manière, on a une évolution fiscale là-dessus qui provient aussi de la jurisprudence. C'est-à-dire que là, on parle bien d'un bien qui est défini comme un bien professionnel. Donc, on a déjà ces notions-là qui sont sur d'autres éléments d'activité. Et forcément, c'est des notions très encadrées puisque l'administration est très regardante à ces niveaux-là. Donc, voilà, il faut vraiment définir avec votre conseil la notion de revenu, de gestion, pour vraiment savoir si vous pouvez réellement exonérer ces biens-là de l'IFI. Voilà. Et la chose très importante, c'est que c'est pareil, on parle aussi de valeur vénale des biens et l'administration a de plus en plus de moyens, ne serait-ce que par la remontée des statistiques des notaires par rapport au prix moyen de vente, de pouvoir finalement avoir la valeur vénale d'un bien, même si vous l'avez depuis 15 ans. Il y a des éléments de comparaison aujourd'hui très faciles, et ce qui fait que l'IFI est un sujet très, très délicat. On peut avancer, David, si tu veux. Oui, bah là, après, au niveau moi, présentation, du coup, j'avais terminé les éléments justement que je voulais évoquer avec vous sur ces impacts loi hors meublé non professionnel et loi hors meublé professionnel. On va répondre à quelques petites questions. Vaut-il mieux être en LMP ou en SCI? Alors, ce sont deux choses différentes, à savoir que, premièrement, la fiscalité va avoir des impacts parce que si vous êtes en SCI et que vous faites de la location meublée, le premier impact, c'est que votre SCI change de régime fiscal et automatiquement sur un régime fiscal qui est le régime de l'impôt sur les sociétés. Alors, on ne va pas forcément avoir le temps de développer tout ça ce soir, mais faites bien attention si vous avez par exemple déjà une SCI et que vous avez des biens qui sont loués nus dans cette SCI
et que vous dites, bah, tiens, j'ai un appartement sur les 5 que je vais passer en meublé, le fait que vous ayez un seul bien que vous mettez en meublé dans une SCI avec des revenus fonciers, toute la SCI passe en impôt sur les sociétés. Donc, avec du coup des impacts sur le calcul des plus-values ultérieures très importants. Donc, la SCI est un moyen aujourd'hui de gérer aussi une fiscalité. Par contre, il faut bien avoir dans l'esprit finalement les conséquences que ça peut avoir. Après, ça peut être très intéressant si on fait l'immeuble dès le début en SCI, notamment pour une question de gestion patrimoniale. Mais on va avoir une fiscalité du coup différente. Et par contre, autre élément quand même très important, SCI à l'impôt sur les sociétés, au niveau des plus-values, vous ne bénéficierez absolument pas des régimes d'exonération possibles qu'on a sur la location meublée professionnelle, puisque la notion de plus-value est totalement différente. Alors, on a une autre question de Luc. Dans le cas de location d'une partie de sa résidence principale, d'un bureau équipé, cette activité relève du LMNP ou du LMP? Alors, cette activité relève de la location meublée. C'est toujours le tronc commun, en fin de compte, qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on a un premier régime qui est le régime fiscal de la location meublée, que ça soit un bureau équipé, que ça soit un appartement meublé, c'est de la location meublée au sens fiscal. Après, pour ce qui est de l'aspect professionnel, non professionnel, on repart sur les critères de montant de recettes et de comparaison de ces recettes avec vos autres revenus professionnels. Okay. Je pense qu'on est bon niveau question. Ah, si. Alors Fred, quel est selon vous le devenir des statuts LMP et LMNP au regard des évolutions de la loi de finances? Alors pour l'instant, sur la loi de finances de cette année, on n'a rien qui vient toucher ces régimes-là. Aujourd'hui, l'impact, il est surtout sur la location courte durée, sur le fait de limiter le nombre de unités qui peut être fait pour toutes ces locations courte durée, et sur les obligations d'accord de la mairie et sur le fait que si vous avez des communes, par exemple, comme Bordeaux, ou si vous passez un appartement qui est en foncier pour faire de la location Airbnb, ben, la commune peut vous imposer d'avoir un bien équivalent que vous allez mettre en location nue. Donc, on n'est plus sur ces contraintes-là. Aujourd'hui, on n'a pas de modification du régime fiscal de la location meublée. On en parle parce que c'est vrai que c'est un régime qui est très très avantageux, mais pour l'instant, il n'y a rien d'amorcé à ce niveau-là. Donc, je voulais spécifier que vous aurez un formulaire de satisfaction et vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec David si vous avez plus de questions par rapport à votre situation personnelle, parce qu'on ne peut pas forcément évoquer tout durant ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à contacter David. Vous aurez un mail demain avec le replay disponible. Donc ce soir, on enregistre, on coupe certaines parties, surtout la partie du début. Et début janvier, on retrouve David et Aurélie pour un nouveau sujet sur la fiscalité des investissements immobiliers. Enfin, si vous avez apprécié ce webinaire, donc n'hésitez pas à faire vos retours sur le mail. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, Aurélie, David, vous avez apprécié Non. Enfin, voilà, moi, juste effectivement pour le petit questionnaire de satisfaction, vous allez le recevoir voilà, jeudi. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est important, notamment aussi voilà, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez voir abordés durant ces futurs webinaires. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire part de ça. Oui, il est évident qu'on n'a sûrement pas répondu à toutes vos questions. J'espère que mes réponses ont été assez claires, mais n'hésitez pas si ça n'a pas été le cas
à justement me les reposer pour que je puisse revenir vers vous et vous apporter les éclaircissements nécessaires. Voilà, il n'y aura aucun souci, ça sera avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez mettre tes coordonnées, donc mail et numéro de téléphone, dans le chat, David? Oui, de toute manière. Super. Donc voici. Voilà, donc vous aurez tout par mail et c'est vraiment important d'être bien accompagné pour ces investissements, donc la fiscalité ou même pour savoir si c'est un bon projet. Et David accompagne très bien les personnes qui veulent investir. Donc typiquement, il a accompagné une personne qui est membre du club rentabilité par rapport à un projet au Bousca, donc je ne peux pas forcément dire le nom, et c'était un projet de colocation, et du coup il est très satisfait de David, et je ne dis pas que c'est parce qu'il est passé par David que le projet est très bon, mais aussi c'était un beau projet, et du coup n'hésitez pas à poser toutes les questions et prendre rendez-vous si vous avez besoin. Effectivement, comme pour compléter ce que tu dis, c'est ce que je disais au début, là voilà, on a traité de la fiscalité meublée, mais la fiscalité immobilière et les investissements immobiliers sont beaucoup plus vastes. Donc, c'est important que vous soyez accompagné dans votre projet, alors que ce soit par nous ou par votre conseil habituel, bien entendu. Hein. Mais aujourd'hui, une stratégie immobilière, elle est globale, elle n'est pas forcément que sur du meublé. Et ça nécessite vraiment de faire des simulations et d'anticiper aussi. Et il faut garder aussi à l'esprit qu'on a la fiscalité, mais il faut aussi gérer l'endettement que vous avez au niveau de vos investissements parce que tout se calcule aussi. Il ne faut pas se retrouver à un moment donné à investir trop vite pour se retrouver en difficulté financière. Donc, il ne faut pas forcément des fois aller chercher absolument la défiscalisation et avoir un avis global et une vision globale aujourd'hui de votre patrimoine immobilier. Donc, si j'ai bien compris, David, si jamais des participants ont une question à te poser sur un investissement qu'ils veulent faire, ils peuvent venir te voir préalablement à l'acquisition pour que tu puisses faire des simulations aussi bien fiscales ou apporter des conseils par rapport à l'investissement lui-même. Oui, tout à fait. Mais c'est essentiel que vous puissiez être accompagné avant. Après, je reçois des personnes où ça me permet aussi de leur indiquer que finalement, dans le choix du régime fiscal, on n'a pas forcément besoin d'être au régime réel. Hein. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de moi à chaque fois. Mais le but, c'est justement de bien conseiller et d'avoir le bon régime dès le départ, de vraiment faire les simulations. Puisque quand on a fait quelque chose en immobilier, c'est très difficile de le défaire. Parce que généralement, ça veut dire qu'il faudrait éventuellement revendre le bien avec tous les frais qui vont avec. Donc, attention à bien planifier votre projet au départ. Et si les personnes habitent pas forcément à Bordeaux ou si l'investissement est dans une autre ville, ils peuvent quand même te contacter. Ça peut se faire en visio. Oui, digitaliser vos process. Oui, avec les moyens de communication modernes qu'on a aujourd'hui, ça pose absolument pas de soucis de toute manière. Super. Hop. Un petit mot de la fin. En tout cas, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Voilà, en espérant avoir répondu au maximum de questions et vous avoir apporté aussi des éclaircissements sur les questions que vous aviez. Super. Alors après, pour la prise de contact, du coup, pour le rendez-vous, ça sera effectivement avec David parce que c'est lui le spécialiste. Après, voilà, si moi, vous avez reçu des mails de ma part en tout cas. Donc après, vous pouvez passer par moi pour la prise de rendez-vous, qu'on puisse éventuellement identifier votre besoin, etc. Mais après, effectivement, pour répondre à une question, le rendez-vous se fera avec David puisque c'est lui le spécialiste en la matière. Voilà. Super. Je vous souhaite de passer à tous une bonne fin de soirée. Donc le prochain webinaire de David et Aurélie sera en janvier. Donc on vous laisse la petite surprise pour le sujet. En tout cas, on attend vos retours avec le questionnaire de satisfaction et vous aurez le replay très rapidement. Un webinaire très intéressant. C'est très gentil. Super. Passe une bonne soirée, Céline. Merci, ça fait plaisir. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. À très bientôt à tous. Merci beaucoup. Allez, passez une bonne soirée. Bonne soirée Thomas, Audrey. Il y a plusieurs Audrey, Benjamin, Geoffrey. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Bon, moi, je vais prendre un apéro maintenant.
Je pense que les intervenants aussi vont faire un petit apéro. Ouais. Quand on pourra refaire en présentiel, effectivement, on vous proposera un cocktail à webinaire. Ah oui. Hein. Avec plaisir. Allez, on fait un petit débrief, mesdames et messieurs. Oui. David et Aurélie. Pas de souci, Thibaut. Donc, n'hésitez pas. Hop. Super. C'est l'écran. Alors, je vais... Hop. Alors, désolé pour certains, je le fais en manuel. Parce qu'on va faire un petit débrief. En tout cas, vous aurez toutes les informations jeudi ou demain avec le replay. Hop. Voilà. Voilà. Je vais essayer de ne pas t'enlever, Aurélie. Ouais. Bon, après, dans tous les cas. On se voit quoi qu'il arrive. Exactement. Hop. Allez, passe une bonne soirée, Mathieu. Merci. Nicole, j'espère que vous avez bien apprécié. Et il ne reste plus que Philippe. Excellente soirée. Voilà, on est tous les trois. Yes. Bon. C'est pas un exercice facile, hein? C'est pas évident quand tu vois pas les gens en face parce que du coup, t'as pas de réaction. Ouais.